L'argent, ça favorise le bonheur. C'est à partir d'un certain niveau où ça devient de moins en moins utile. Disons que la base, c'est que l'argent, ça procure de la sécurité. D'être minimaliste, quand tu as besoin de moins d'argent, tu arrives plus facilement au niveau où tu n'as pas forcément besoin de te lever le matin. L'argent, ça donne aussi de la liberté. Et la question, c'est est-ce qu'on utilise bien ou pas bien cette liberté ? C'est-à-dire que plus de risques et plus de rendement ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a des situations où il y a peu de risques et beaucoup de rendement et des situations légales. La définition qui, de mon point de vue, est la meilleure, c'est aimer la vie que l'on mène. L'essentiel de l'humanité a toujours été dans l'accomplissement de choses. Donc se dire on reste devant la piscine, peut-être que c'est un peu compliqué. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Renaud Gaucher. Bonjour Renaud. Mais bonjour et puis merci de m'accueillir sur ton podcast. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va faire une petite émission un petit peu différente peut-être de celle que j'ai l'habitude de proposer. On va pas rentrer dans une classe d'actifs ou un mode d'investissement en particulier, mais on va aborder la question de la relation entre l'argent et le bonheur. En quelque sorte, est-ce que l'argent peut faire le bonheur? Alors Renaud, tu as un background vraiment très riche en ce sens, hein. Tu as fait des études, tu es déjà encore en cours d'études sur ces domaines liés d'une part sur la finance et de l'autre part sur l'étude du bonheur. Est-ce que tu peux te présenter succinctement et en dire un petit peu plus à ce sujet? Alors, je m'appelle Renaud Gaucher, je termine une thèse sur l'innovation dans la mesure du bien-être. Hors thèse, j'ai un papier qui a été publié, qui est sur l'optimisation de la relation entre dépenses publiques et bonheur des citoyens. Et j'ai écrit aussi un livre qui s'intitule La finance du bonheur. L'achetez pas, hein, c'est un livre qui est ennuyeux, donc voilà, c'est pas pour faire de la pub. J'ai écrit aussi un autre livre ennuyeux qui est sur la psychologie de l'argent et l'économie. Et en matière de background, j'ai fait des études de psycho, d'économie, de finance et puis aussi d'histoire et de géographie. D'accord, très bien. Donc là, tes études actuelles, c'est sur Rotterdam, si j'ai bien compris. Oui, c'est à l'université de Rotterdam. Ok, d'accord, super. En tout cas, pour tes livres, c'est noté. Moi, j'irai quand même. Tu dis que c'est ennuyé, j'irai peut-être jeter un petit coup d'œil Non, je confirme, c'est très ennuyeux. dans le sens où ce sont des livres peut-être académiques qui sont destinés à une certaine type de personnes. Je n'écris que des livres ennuyeux. Voilà, faut être clair. Bon, au moins, voilà, la pub est faite. Avant de rentrer vraiment dans le détail de tout ça, je voulais avoir, si tu peux nous donner en quelques mots, toi, ta définition de l'argent, à quoi ça sert, c'est quoi, ça représente quoi l'argent pour toi? L'argent, c'est un moyen d'échange, c'est un moyen aussi de thésauriser pour des échanges futurs. Super. Et en quelques mots également, une définition du bonheur. La définition qui, de mon point de vue, est la meilleure, c'est aimer la vie que l'on mène. Et c'est la meilleure de mon point de vue, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la plupart des gens ont envie d'aimer la vie qu'ils mènent, parce que s'ils ont des enfants, ils ont envie aussi que leurs enfants aiment la vie qu'ils mènent. Il y a aussi une autre raison, c'est que c'est pas une définition moralisatrice du bonheur. C'est-à-dire que deux personnes peuvent aimer au même niveau la vie qu'elles mènent, mais pour des raisons totalement différentes. Et puis enfin, c'est une définition simple.
C'est une définition de quelques mots dont tout le monde peut se servir pour justement améliorer la vie qu'il mène. Oui, tout à fait. C'est sûr que au moins c'est relativement simple et puis on peut comprendre que voilà le fait d'être maître de sa vie, de faire des choix, d'être là en conscience et de pas forcément subir, d'être plutôt acteur de sa vie en quelque sorte. Au moins ça responsabilise, mais ça peut permettre peut-être d'avoir accès justement à ce bonheur en quelque sorte. Mm. Est-ce que pour toi c'est pareil, on va rester sur une dernière définition. La richesse, ça représenterait quoi pour toi d'être riche? Parce que ici sur l'émission de la bonne fortune, donc on parle d'investissement, de construction de patrimoine, d'argent. C'est quoi être riche? Est-ce qu'il y a un niveau de richesse financière, j'entends par là? Est-ce il y a un niveau d'épargne, un niveau de revenu pour être riche? C'est quoi être riche? Alors donc riche d'un point de vue financier. Tout à fait. Ok, je n'en ai aucune idée. Il y a une définition que j'avais entendue, que je trouve plutôt intelligente. C'est de dire qu'une personne riche, c'est une personne qui, le matin, peut ne pas se lever pour aller travailler et avec les revenus qu'elle tire de ses investissements, eh bien, elle n'est pas obligée de se lever pour aller travailler. Donc, mais ça, c'est pas ma définition, c'est une définition que j'ai entendue et que je trouve intelligente sur le sujet. Après, d'un point de vue social, c'est une définition qui est problématique parce que pour que l'économie tourne, il faut quand même qu'il y ait des gens qui travaillent. Et donc, s'il y a des gens qui ne travaillent pas, ça veut dire finalement que ils s'appuient sur le travail des autres. Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr. Et puis, encore une fois, quand on parle de bonheur, d'être acteur de sa vie, de pouvoir mener la vie que l'on souhaite, si le but c'est de ne rien faire, je pense que d'un niveau de bonheur, on va peut-être descendre si on ne fait plus rien. À un moment donné, j'imagine que l'homme et les femmes, hein, d'une façon générale, mais ont besoin d'être actifs et d'avoir Mm. encore une fois des buts, des objectifs pour pouvoir avancer, être épanoui d'une façon générale. Effectivement, le fait d'avoir des objectifs et d'avancer pour les atteindre, c'est un moyen d'être heureux. Euh, Si on reste effectivement, ça peut sembler attirant de se dire bon voilà, pour le restant de ma vie, je vais rester autour d'une piscine. Peut-être que certaines personnes sont heureuses comme ça, c'est tout à fait possible. Moi, ça me semble un petit peu compliqué, au moins à titre personnel. Et puis j'avais discuté il y a quelques années avec quelqu'un qui avait très très bien gagné sa vie. Et pendant 6 mois, il a rien fait. Et puis 6 mois après, il a de nouveau créé une entreprise parce que ça ne lui convenait plus du tout de rester au bord de la piscine. Ouais, ouais, tout à fait. J'imagine que voilà, une fois que on s'est fait ces 2 mois, 3 mois de vacances sous les cocotiers, après on fait le tour et on a envie d'être actif. Et heureusement, est-ce que l'argent peut-il faire le bonheur? Est-ce que l'argent fait le bonheur? Bien utilisé, oui. Bien utilisé, oui, l'argent fait le bonheur. D'abord, dans le fonctionnement de la société tel qu'il est, l'argent procure une sécurité. Donc déjà, il faut un minimum. Et puis ensuite, euh, le fait il va y avoir distinction, lorsqu'on parlait tout à l'heure de richesse, entre la personne qui, comme la plupart des gens, doit se lever pour aller travailler, et puis la personne rare qui, elle, n'a pas besoin de se lever. Le fait d'avoir de l'argent au point de ne pas être obligé de se lever, ça implique qu'on a le choix, que dans toute situation, on a le choix. Et à partir de là, bien, si on a le choix, il y a la question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait les bons choix? J'ai un petit modèle que je présente dans certains de mes livres. C'est imaginer deux personnes qui sur la question de la science du bonheur sont parfaitement informés, c'est-à-dire, alors c'est totalement irréel, hein, c'est-à-dire que personne sur la science du bonheur est parfaitement informé, mais imaginons deux personnes qui sont totalement informées sur la science du bonheur, qui savent exactement à quel point elles vont être heureuses dans le futur selon le type d'action qu'elles vont faire. Et imaginons qu'il y ait une seule différence entre ces deux personnes-là. Une personne qui a une dotation financière qui lui permet de faire ce qu'elle veut, donc de ne pas avoir de contraintes. Et puis une personne qui a des contraintes, elle, et forcément la personne qui sera la plus heureuse, à partir du moment, avec l'hypothèse bien sûr, d'être totalement informée sur la recherche
sur la question du bonheur, et puis d'être dans un futur qui serait totalement certain, c'est-à-dire qu'on est capable de totalement prévoir à 100%, bien forcément, dans cette situation-là, la personne qui n'a pas la contrainte de se lever tous les matins, elle aura un avantage en termes de bonheur. Après, la question qui peut être posée aussi, c'est est-ce que il faut être toujours plus heureux? C'est-à-dire que lorsqu'on parle de science du bonheur, il se trouve qu'on mesure le bonheur. Le bonheur, ça se mesure très simplement. Tout simplement, on prend une échelle, par exemple, moi j'aime bien l'échelle de 1 à 10. Échelle de 1 à 10. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point aimez-vous votre vie? Alors 1, c'est la situation la pire, et 10, c'est la situation la meilleure. Lorsqu'on se sent vers 8, est-ce qu'il y a vraiment besoin de chercher, de faire beaucoup d'efforts pour monter jusqu'à 9? Je suis pas forcément sûr de ça. Et en tout cas, à titre personnel, c'est pas mon choix, quoi. Tout à fait. Tu évoques en effet, bon, voilà, des a priori que, à la limite, on a tous. L'argent, en effet, peut faire le bonheur, peut participer à être heureux. Et c'est un gros avantage, hein. Mhm. C'est un gros avantage. Je vais donner un exemple. Tu as, selon le pays où tu nais, d'accord? Je parle même pas, je parle pas de la France en particulier. Je dis selon le pays où tu nais. Tu as des pays, alors sur une échelle là de 0 à 10, où tu pars en moyenne avec une dotation de 8 en termes de bonheur. Il y a d'autres pays où tu pars avec une dotation de 4. Donc ça fait une énorme différence. Et cette différence-là, en fait, quand tu regardes les pays qui sont à 8 et les pays qui sont à 4, la très grosse différence, c'est le niveau de richesse. C'est-à-dire que les pays qui sont à 8 et quelques pays au niveau mondial qui sont à 7,5-8, ce sont des pays riches. Les pays qui sont à 4, 5, ce sont des pays pauvres. Et si tu regardes à l'intérieur d'un pays, je pense à des études qui ont été faites aux États-Unis. Là, c'était une échelle de 1 à 7. Sur une échelle de 1 à 7, les gens les plus heureux, qui étaient, je crois, au niveau de 5,8, c'était alors, tout le monde n'avait pas été mesuré, hein, c'est différents groupes, mais le groupe des personnes extrêmement riches était à 5,8, et le groupe des sans-abri, je crois que il était à 2. D'accord, ouais. Donc voilà, c'est la question de la richesse. Je dis pas qu'il y avait que ces facteurs-là, que la question de la richesse, que c'est que la richesse qui a expliqué ça, mais ça explique quand même, ça explique beaucoup. Donc l'argent, ça favorise le bonheur. C'est à partir d'un certain niveau où ça devient de moins en moins utile. Disons que la base, c'est que l'argent, ça procure de la sécurité, et donc là, effectivement, cette sécurité-là est extrêmement importante pour le bonheur. L'argent, ça donne aussi de la liberté. Et la question, c'est est-ce qu'on utilise bien ou pas bien cette liberté? C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, tu peux avoir beaucoup d'argent. Une personne peut avoir beaucoup d'argent, mais si elle passe, par exemple, ses journées à rien faire devant la télé, je suis pas sûr qu'elle soit à un niveau de 8 en termes de bonheur. Ouais, bien sûr. Et au passage, petit conseil, éteignez la télé. Très très bon conseil. Éteignez la télé et faites autre chose. Très très bon conseil que je partage pleinement. Du coup, tu évoques, après, donc, c'est vrai, sur ces exemples, ça peut se comprendre, donc en fonction de là où on est. Est-ce que tu as des exemples de pays, là, que tu citais, j'imagine, bon, en Occident, peut-être, en Europe, les pays dits développés, la France, ou alors même... Ah non, pas la France, justement. Donc, sur les pays, enfin, j'aime pas trop les classements, en fait. C'est-à-dire que toi, les journalistes, des fois, parlent de classements sur le bonheur. Je trouve ça détestable. C'est-à-dire qu'au niveau scientifique, je comprends que on étudie les pays pour comprendre les différences et pour connaître un petit peu mieux la science du bonheur. Mais le fait de faire des classements, j'aime pas. Donc j'ai pas forcément envie de donner des pays. Simplement, tu parlais de la France. La France, il y a un petit souci. C'est que les Français payent plus d'impôts pour être moins heureux. Alors ça veut pas dire que payer des impôts c'est problématique, parce que la question des impôts, en fait, du niveau des impôts, c'est la question de savoir si l'État va dépenser l'argent mieux que les individus.
Et dans beaucoup de domaines, l'État peut dépenser effectivement mieux l'argent que les individus. Et on voit ça dans le fait que les pays les plus riches au monde sont aussi les pays où les impôts sont les plus élevés en proportion. Parce que on s'est aperçu que même s'il y a des gens qui n'aiment pas forcément l'État, et même si les États ont beaucoup de manque, les États dépensent l'argent un peu mieux ou un peu moins mal que les gens. Mais donc voilà, j'ai pas envie de donner de classement. Je peux juste dire qu'effectivement, en France, les hommes politiques dépensent mal l'argent des Français, le dépensent plus mal que dans d'autres pays, et que même dans les pays où c'est un peu moins mal dépensé, ils le dépensent quand même mal. J'ai récemment écrit un petit article pour un site qui s'appelle La Relève et la Peste, qui est un site de gauche. Voilà. Et le titre de l'article, c'était Si vous êtes malheureux, c'est parce que nos élus sont mauvais. Et comment dire, c'était un petit peu, comment dire, il y avait un petit peu du putaclic dans le titre, mais c'est en grande partie vrai. C'est en grande partie vrai, c'est-à-dire que lorsque on pense bonheur, on pense effectivement c'est quelque chose qui se joue au niveau individuel. Effectivement, lorsqu'on regarde ce qui se vend, ce sont les livres sur comment de développement personnel, sur comment je peux être plus heureux. Mais en fait, les facteurs essentiels de bonheur se jouent au niveau collectif, pas forcément au niveau individuel. Et on le voit là dans l'exemple que j'ai donné, avec des pays où, parce qu'on est dans un pays, on est dans un pays où en moyenne c'est 8. Donc en moyenne c'est 8, ça veut dire qu'il y en a quand même pas mal qui sont à 9. Et puis il y a d'autres pays où sur une échelle de 0 à 10, c'est 4, 5. Donc ça joue la qualité des politiques publiques, l'histoire aussi, parce que c'est pas la qualité des politiques publiques aujourd'hui, mais c'est aussi toute l'histoire des politiques publiques, et pas que les politiques publiques. Enfin, il y a aussi, comment dire, des injustices historiques. C'est-à-dire que l'Europe, par exemple, s'est enrichie en une partie de l'Europe, notamment, moi je suis de Bordeaux, je vis à Bordeaux. Bordeaux s'est enrichi au XVIIIe siècle sur le commerce triangulaire et la déportation des esclaves. Donc tout ça, ça a encore des conséquences aujourd'hui sur notre niveau de vie et sur le fait que quand on est en France, on est dans un pays où on est sur une dotation en moyenne de 6,5, grosso modo. Et dans d'autres pays, dans certains pays pauvres, on est sur du 4, sur du 5. D'accord, ouais, ouais, très très intéressant, mais en effet, oui, ça peut se comprendre en fonction de là où on est. On a plus ou moins déjà de confort matériel, de sécurité, etc. Et ça joue aussi excuse-moi de t'interrompre, ça joue aussi sur l'importance aussi des familles, c'est-à-dire que l'exemple que je donnais aux États-Unis, c'est pas simplement des comparaisons d'un pays à l'autre, ça peut être effectivement d'une famille à l'autre pour des raisons financières ou pour des raisons autres. Il peut y avoir des familles qui sont où il y a une culture familiale qui rend plus apte à être un peu plus heureux ou un peu plus malheureux. On a bien compris qu'il n'y a pas que la question de l'argent, la question financière, Mm. mais ça a quand même son importance et son lot. C'est très important. Et ça peut se comprendre. Et donc pour le ramener à l'échelle de l'individu, donc de chacun, tu parles en effet d'une corrélation donc entre l'argent et le bonheur. Un lien de causalité. Corrélation, t'as pas forcément de causalité. Là, il y a un lien de causalité qui n'explique pas tout, qui va plus fonctionner sur certains niveaux de richesse, mais sur ce que vivent la plupart des gens, ça a une influence. Exactement, et donc c'était ma question. Est-ce qu'on peut faire le lien avec par exemple, la pyramide de Maslow? Je m'explique dans le sens où tu as parlé de besoins donc de sécurité. Il y a les besoins physiologiques peut-être en premier lieu, forcément de survie, etc. La sécurité, c'est global, c'est-à-dire que lorsque tu as de l'argent, dans le monde dans lequel on est, c'était pas vrai au XVIIe ou XVIIIe siècle, parce que lorsqu'il y avait plus de nourriture du fait de famine, que t'aies de l'argent ou pas d'argent, s'il y a plus de nourriture, il y a plus de nourriture. Mais aujourd'hui, si tu as de l'argent, tu vas au supermarché et puis tu manges. Donc le terme de sécurité, la sécurité financière, la sécurité qu'apporte l'argent, pardon, c'est au sens large. C'est le toit, c'est l'accès à la médecine, c'est le fait de pouvoir sortir. J'avais vu une vieille étude qui montrait que le fait d'avoir une voiture, ça permettait d'avoir plus d'amis.
par exemple. Mhm. Alors après, ça ne dit rien sur la qualité des amitiés, mais ça permet effectivement de rencontrer plus de monde, d'avoir plus d'amis. Donc la question de la sécurité qu'apporte l'argent, c'est quelque chose de plus général. Ça englobe beaucoup de choses de la pyramide de Maslow, et notamment les besoins physiques, mais pas seulement. Ouais, bien sûr, ouais, exactement, parce qu'après, donc, sur les niveaux élevés, là, tu parles peut-être d'avoir une belle voiture, quelque chose. Donc là, il y a peut-être le besoin soit d'estime, soit d'appartenance qui rentre en compte, etc., etc. Et cetera. Et donc, quand on voit cette pyramide de Maslow, donc si je dis pas de bêtises, donc besoin psychologique, ensuite de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime, et le dernier lieu, besoin de s'accomplir. Il peut y avoir une influence de l'argent dans toutes les phases. Alors deux choses, je crois, c'était besoin physiologique, je pense, la base. Et puis l'autre point aussi, c'est qu'on parle de pyramide de Maslow, mais en fait Maslow n'a jamais présenté ça sous une forme de pyramide. C'est par la suite, c'est lui, il présente ça sous la forme d'une hiérarchie en fait. Il y a d'autres hiérarchies, celle de Maslow est la plus connue, mais il y a d'autres chercheurs qui ont proposé d'autres hiérarchies. Mais en tout cas, l'argent peut jouer une influence à tous les niveaux. Il y a certains niveaux où l'argent joue davantage sur les questions des besoins physiologiques dans une société qui est une société qui fonctionne sur le commerce, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme il y a 300 ans, où il y a 300 ans, 95-99% des gens qui vivaient étaient dans un système d'autosuffisance, c'est-à-dire qu'ils produisaient ce qu'ils consommaient, et il y avait très peu finalement de commerce dans une société donc où de commerce où on survit et vit grâce aux échanges. Forcément, l'argent est essentiel. Et donc après, est-ce que augmenter ses niveaux de revenus va participer à également augmenter son niveau de bonheur? On a vu dernièrement une étude de notamment Daniel Kahneman, Mm. que j'imagine que tu connais. La barre des 70 000 $, si je me souviens bien, c'est ça? Ouais, il y a quelque chose comme ça, 60 ou 70 000 $, et donc augmenter son revenu. Alors je sais pas du tout cette étude, hein, si c'était que sur les Américains ou de façon plus générale. Non, je pense que c'était une étude américaine. Enfin, c'est une étude sur les Américains. Ces personnes américaines qui augmentaient soi-disant, enfin voilà, qui augmenteraient leurs revenus jusqu'à un niveau de 70 000 $, verraient en parallèle augmenter leur niveau de bonheur et passer cette barre de 70 000 $. Bon voilà, le niveau d'argent accumulé, de revenus en tout cas supérieur, n'augmenterait pas spécialement par contre le bonheur. Est-ce que tu partages un petit peu ça? Est-ce qu'on pourrait se le transposer, nous, en France? Je pense que l'argent apporte une sécurité et une liberté jusqu'à un certain niveau, mais que la qualité des décisions individuelles est extrêmement importante. C'est-à-dire que je suis pas sûr que déjà les États-Unis c'est assez particulier parce que c'est un pays où par exemple une personne peut avoir un cancer, avoir plusieurs millions de dollars en épargne et puis tout perdre parce que pas tout perdre, tout dépenser pour pouvoir se soigner parce ils sont dans un système de santé qui n'est pas aussi performant que le nôtre. En fait, c'est notre système de santé, qui est un système de santé, on va dire, dans les pays d'Europe de l'Ouest. Il y a quelque chose d'extrêmement intelligent parce que ça permet aux gens de ne pas avoir besoin de beaucoup d'argent. C'est-à-dire que ça crée une sécurité collective qui fait que on a besoin de beaucoup moins d'argent finalement pour être en sécurité que les Américains, où quelqu'un qui est millionnaire peut se retrouver ruiné parce qu'il a eu la malchance d'avoir une maladie grave et qu'il utilise finalement son épargne d'une vie pour se guérir. Bon, effectivement, avoir de l'argent, ça facilite pour être plus heureux à partir du moment où on est capable de prendre les bonnes décisions. Il y a quand même un point important que j'aimerais dire aussi, Mhm. c'est que lorsqu'on prend de l'argent en termes d'impôts à des personnes qui sont riches, ça n'influence quasiment pas leur bonheur ou pas du tout. Par contre, si on donne de l'argent à des personnes par un système de redistribution à des personnes qui sont pauvres, ça favorise leur argent, ça favorise pardon effectivement leur niveau de revenu, mais aussi leur bonheur. C'est-à-dire que là, effectivement, dans ce que j'ai dit depuis le départ, il peut avoir l'idée que finalement il faut toujours plus. Non, il n'y a pas besoin d'avoir toujours plus. Et même il y a des niveaux de richesse qui sont pas forcément si hauts que ça, ou si on prend de l'argent à des personnes relativement riches, ça n'aura aucune influence sur le niveau de bonheur.
Par contre, ça, niveau de bonheur, mesuré comme le fait d'aimer la vie que l'on mène. Alors peut-être effectivement, lorsqu'ils signeront le chèque au fisc, sur ce moment-là, ils auront un moment qui sera pas forcément sympathique. Mais ça, je pense que c'est pour à peu près tout le monde, et je m'inclus dedans. Mais c'est sur le niveau de bonheur mesuré comme le fait d'aimer la vie que l'on mène. Ça n'a pas d'influence. Par contre, le fait de recevoir une redistribution de l'État pour des gens qui sont pauvres, eh bien, eux, ça va avoir une vraie influence en tout cas une influence visible d'un point de vue statistique sur leur niveau de bonheur. Et puis sur l'enquête de Kahneman et de Dayton, et puis peut-être qu'il y avait un troisième chercheur aussi, Dayton ou Deaton, je me souviens plus, on dit. Donc c'est effectivement aux États-Unis, mais il y a la question qu'on peut se poser aussi, c'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut faire qui peuvent remplacer le fait d'avoir 70 000 $? Et cette question-là, elle va devenir notamment importante du fait que on est dans un monde aux ressources limitées, aux ressources matérielles limitées, qu'il va y avoir une transition écologique à faire, et que déjà, dans un monde qui est extrêmement inégalitaire avec des centaines de millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, on dépense plus que ce que la nature produit. Et donc, il va falloir passer à un autre modèle de vie. Et dans ce modèle-là, je suis pas sûr que le fait qu'on ait 70 000 $, que 7 milliards de personnes ou 8 milliards de personnes et 70 000 $ par an soit possible. Donc, ou alors il faut faire de l'hyperinflation. Et là, bon, les 70 000 $ vaudront pas grand-chose. Mais l'étude est intéressante. Mais dans un monde de transition écologique, il y a pas de crédibilité à vouloir utiliser cette étude-là comme un modèle à atteindre. Il vaut mieux se demander, bien, les gens qui sont très heureux et qui n'ont pas beaucoup d'argent, comment font-ils? Parce que c'est sans doute plus le monde dans lequel on va aller que l'étude est intéressante au niveau scientifique. Mais j'aime beaucoup Kahneman. J'ai deux références en termes scientifiques. J'ai Ruud Veenhoven qui est mon mentor, professeur émérite des conditions sociales du bonheur humain à l'université de Rotterdam et qui a créé la base mondiale de données sur le bonheur qui rassemble plus de 15 000 études sur le bonheur. Et mon autre référence sur la science du bonheur, c'est Daniel Kahneman. Mais c'est une étude un peu de boomer, quoi. Ouais. De mon point de vue, quoi. Et je dis aussi parce que Deaton a eu le prix Nobel. Ils ont eu tous les deux le prix Nobel d'économie, Deaton et Kahneman. Donc ça veut dire que c'est pas des personnes jeunes. Généralement, on donne pas le prix Nobel à des personnes d'économie à des personnes jeunes. C'est un peu une étude de boomer parce que ça tient pas compte du fait que dans le futur, ce raisonnement-là, moi, me paraît très très compliqué, quoi. Il faut voir la chose dans sa globalité, bien sûr. Et on avait fait d'ailleurs sur ce podcast une émission très intéressante sur le minimalisme, en quelque sorte dépenser mieux, Oui. Dépenser moins peut-être. Voilà, on est entouré dans nos maisons d'objets, de choses, etc., etc. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? On peut se poser la question. Ceci dit, c'est pas incompatible avec l'envie de se développer, de vouloir faire des investissements. D'être minimaliste. Quand tu as besoin de moins d'argent, tu arrives plus facilement au niveau où tu n'as pas forcément besoin de te lever le matin. Parce que tu as besoin finalement d'une épargne qui est moins conséquente, tu as besoin d'investissements qui sont peut-être moins bons, mais peut-être aussi moins risqués. Parce que la performance et le risque de l'investissement va souvent ensemble, pas toujours. Il y a des chercheurs qui travaillent sur la question de est-ce qu'il y a des investissements qui ont un couple risque-performance qui est très intéressant parce que finalement il y a une meilleure performance mais moins de risque. J'ai un copain qui travaille un copain néerlandais qui travaille dans une banque d'investissement. Et il y a un de ses patrons qui a fait une thèse sur ce sujet-là. Sur ce fameux couple risque-rendement. Et le fait que il y a des situations où on fait ce raisonnement-là, c'est-à-dire que plus de risques et plus de rendement, ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a des situations où il y a peu de risques et beaucoup de rendement, et des situations légales. J'insiste sur ce point-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Exactement. Et du coup, oui, c'est tout le but d'un investisseur, d'une part de faire ce qu'il aime, de le faire avec du sens. Ça peut être investir dans la transition énergétique, etc. Mais c'est également ce petit jeu de dire, voilà, de trouver
en quelque sorte le meilleur rendement avec le moins de risques possible. L'homme n'aime pas forcément les risques ou n'aime pas perdre en tout cas. On a pu le voir également sur une autre émission où on abordait les différents biais cognitifs, où on voit que une perte d'un certain montant fait beaucoup plus mal à l'individu qu'un gain d'un même montant, voire un petit peu supérieur. Et c'est Kahneman et Tversky. Mm. Ils ont eu le prix, enfin Kahneman a eu le prix Nobel pour ça, Tversky je crois n'a pas eu parce qu'il est décédé un petit peu avant. Est-ce que donc du coup on peut être pour le coup heureux à entreprendre, à investir en étant peut-être en recherchant un certain résultat, un certain niveau de revenu in fine que les investissements rapportent, mais est-ce qu'on peut être heureux moi je parle souvent d'investir avec du sens, de faire ce qu'on a envie, de faire ce qu'on aime. Si quelqu'un a une appétence plus pour l'immobilier parce que il a envie de faire des choses, de mettre les locataires dans des petits souliers, de faire les choses vraiment très très bien. D'autres vont être sur la transition énergétique par exemple, ou d'autres choses, ou la bourse. Est-ce qu'on peut être heureux à entreprendre des actions d'investissement comme ça? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Je pense que oui, il y a des gens qui peuvent être totalement passionnés par l'immobilier et qui même vont pas forcément le voir comme un travail. Voilà, chacun a des passions qui peuvent être différentes et il y a certaines passions qui peuvent être aussi, il y a des passions qui ne sont pas lucratives et puis il y a des passions qui sont lucratives. Il peut y avoir des gens qui adorent créer des entreprises et qui sont très bons dans ça et finalement bien gagnent beaucoup d'argent de cette manière-là. Il y a des gens qui peuvent aimer faire de l'immobilier malgré les tracas qu'il peut avoir à faire de l'immobilier. Il y a des gens qui peuvent aimer la bourse, être passionnés par la bourse. Donc on peut, il y a des passions qui sont lucratives. À titre personnel, moi j'ai des passions qui ne sont pas, mais il y a des passions qui sont effectivement qui ont l'avantage d'être lucratives. Et finalement, dans cette passion-là, ce qui est important, c'est finalement pas que ce soit lucratif. C'est simplement la personne est dans une passion et coup de chance. C'est une passion qui, en même temps, lui amène un certain niveau de richesse. On voit des gens qui n'auraient pas forcément, font partie des gens qui n'ont pas forcément besoin de continuer de travailler et qui continuent de travailler parce que ils sont dans quelque chose qui les passionne. Il y a aussi des gens qui continuent de travailler alors qu'ils n'ont pas forcément besoin de travailler, aussi parce qu'ils ne savent pas forcément quoi faire d'autre. Ça peut arriver aussi. On le voit, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont potentiellement à un âge où ils pourraient prendre leur retraite et qui restent accrochés comme ça à leur travail, etc., à leur boîte. Aussi par passion. Moi tout à l'heure, je parlais de mon mentor. C'est un monsieur qui est relativement âgé, qui pourrait être à la retraite depuis très très longtemps, depuis plusieurs années, et sa passion c'est la recherche. Et voilà, il continue quoi. Et il continue. Et moi je me souviens, c'était il y a 5 ans quand j'allais à Rotterdam, on m'avait dit qu'au mois d'août il y avait personne au laboratoire. Et mais au mois d'août, il y avait une personne au laboratoire, c'était mon mentor, c'est-à-dire tous les petits jeunes, eux, avaient pris des vacances, et lui, il continuait de travailler au laboratoire, au centre de recherche plutôt, et lui continuait de travailler parce que c'est sa passion, quoi. Alors que il pourrait être un retraité, faire des croisières. Bon, c'est pas écologique les croisières, mais il pourrait financièrement et en termes de temps. Mais voilà, il est dans sa passion. Et donc on peut imaginer des chefs d'entreprise qui, à 70 ans, j'ai eu un patron qui s'appelle Pierre Mourquin. Je connais pas son âge, mais je pense que il avait tout à fait les moyens de l'âge et les moyens d'arrêter de travailler. Et il travaillait, je le voyais travailler beaucoup parce que lui, sa passion, je pense, c'était la création, le développement d'entreprise, aussi partager son expérience d'entrepreneur. Et voilà quoi. C'est pas forcément parce qu'on a les moyens d'arrêter, que ce soit parce qu'on est retraité ou parce que on n'est pas à l'âge de la retraite, mais on a suffisamment d'argent pour arrêter. C'est pas pour ça qu'on arrête, parce que finalement, dans tous les cas, c'est la question de l'usage du temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui doit gagner de l'argent, finalement, il a une contrainte en termes d'usage du temps. Quelqu'un qui n'a pas besoin de gagner d'argent soit parce qu'il a une retraite, soit parce qu'il en a suffisamment, il a aussi une question il n'a pas de contrainte sur son usage du temps, mais il a du temps et finalement rester chez soi à rien faire ou rester chez soi devant une piscine, peut-être que pour certains ça va,
mais je pense que pour beaucoup de gens, au bout de quelques mois, il doit avoir un ennui, puis il doit avoir peut-être aussi une force au sein de l'être humain qui est de vouloir accomplir des choses, parce que finalement, d'un point de vue de notre histoire, on n'a jamais été dans une situation où on n'a rien à faire. Ou alors, c'était quelques personnes qui n'avaient rien à faire, style, par exemple, les nobles au Moyen-Âge ou à l'époque moderne. L'époque moderne en histoire, c'est 1492-1789, à l'époque moderne, qui effectivement, parce que la population travaillait pour eux, avait du temps de libre, mais voilà, beaucoup étaient dans des loisirs, mais pas tous. Pas tous, il y a notamment des chercheurs, des nobles, tout ça, qui faisaient de la recherche. Mais sinon, l'essentiel de l'humanité a toujours été dans l'accomplissement de choses. Donc, se dire on reste devant la piscine, c'est peut-être que c'est un peu compliqué. Tout à fait, ouais. Et pas forcément bon dans la durée pour être heureux. Exactement, ouais, ouais, ça se comprend très très bien. À l'inverse, l'argent peut-il rendre malheureux ou aider à être malheureux? Je m'explique, je donne deux exemples. On l'a évoqué un petit peu avec les différents biais suite aux études de Kahneman notamment, avec quand on a une petite perte, par exemple en bourse, une perte, on met sur une action, le truc se dégringole, perd 20, 30, 40%, on perd X euros, ça fait très très mal. Donc on parlait sur le moment, à l'image on fait le chèque au fisc, et pareil, la précédente émission était avec Maître Juliette Oliveau qui est notaire, où on abordait la question de la succession, de l'héritage, etc. Et quand, par méconnaissance beaucoup, mais quand le droit s'appliquait de façon automatique, on n'avait pas préparé sa transmission, on pouvait être en qualité d'héritier déçu de la manière dont ça se passe, et le fait de voir l'héritage du papa ou de la maman être un peu dilapidé, peut-être sur une famille recomposée ou sur un schéma qu'on n'avait pas prévu penser, et donc ça peut rendre malheureux. Alors oui, ça peut rendre malheureux sur une question notamment de mauvais choix. C'est-à-dire que le fait d'avoir de l'argent, ça donne de la liberté. Si on utilise mal cette liberté, ça peut poser des petits problèmes. Je vais te donner un exemple tout bête, hein. On a beaucoup d'argent, on a un moment un petit peu compliqué où on est dans un milieu avec des gens qui prennent de la drogue, et puis on a les moyens de s'acheter de la drogue, on achète de la drogue, on tombe dans une addiction. Donc voilà, finalement on entre dans une spirale où on va être malheureux, où on va détester sa vie. Donc effectivement, l'argent peut favoriser le fait d'être malheureux. Il y a une condition, de mon point de vue, c'est le fait de faire des mauvais choix. Oui, en effet, ça va de soi également. Est-ce que tu aurais des conseils, des préconisations par rapport à l'éducation pour les enfants sur ce thème? Il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui sont pères de famille, qui nous écoutent, qui sont parents, et donc on est nous-mêmes investisseurs, etc. Donc très bien, on est assez éveillés. En tout cas, c'est le but du podcast, c'est de donner encore plus d'éléments pour pouvoir faire ses choix en conscience. Comment faire rentrer, est-ce que tu as des pistes de réflexion, comment faire rentrer le thème de l'argent, de l'économie pour des enfants qui aient 3 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, pour les éveiller à cette question, mais sans les rendre non plus peut-être dépendants, etc. Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver? Ce sont des sujets qui peuvent interpeller. Est-ce que tu aurais des pistes de réflexion là-dessus? Sur l'argent, je dirais apporter une culture financière aux enfants, mais cette culture financière, elle va transparaître, mais de temps à autre donner quand même quelques bonnes idées. Le premier point, c'est d'apporter une culture financière, parce que l'école ne le fait pas. Donc c'est pas à l'école qu'ils auront une culture financière, et si les parents ont acquis une culture financière qui leur est propre et sont bâtis avec le temps une bonne culture financière, de la partager avec les enfants. Après, la culture financière, c'est pas à 3 ans, quand un enfant a 3 ans, qu'on la partage. C'est un petit peu plus tard, et ça se fait progressivement. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, d'apporter une culture sur la science du bonheur. C'est-à-dire que, là encore, c'est quelque chose que l'école ne fait pas. Il y a
n'y a pas il y a pas d'études de la science du bonheur, alors que ce serait quand même utile dans la vie, et notamment en termes pas simplement de développement personnel, mais surtout de connaissance de soi. Donc ça, c'est les deux points que je dirais: apporter une culture financière aux enfants, et puis apporter aussi une culture sur le bonheur, sur la science du bonheur. Super intéressant. Et c'est sûr que l'école reste sur un schéma de connaissances pures et dures et ne travaille pas forcément d'une part sur les questions de, comme tu le dis, de connaissances d'éducation financière et ni même de connaissances d'éducation du bonheur, ou je ne sais pas si on peut faire parler de connaissances émotionnelles, en tout cas. Ça se développe peut-être avec du Montessori ou des programmes parallèles, mais ça reste, je pense, très très limité. Alors, je pense que les questions sur la science du bonheur sont très mal connues, notamment en France. Quand je parle de bonheur, je parle de bonheur au niveau scientifique. Ça inclut des questions de connaître un petit peu la philosophie du bonheur, ce qui a été fait par des philosophes, mais ça ne peut pas être que la question du bonheur d'un point de vue philosophique, parce que on apprend énormément de choses par le fait de mesurer. Et la mesure, lorsqu'on fait de la mesure, on n'est plus dans de la philosophie. Sur la science du bonheur, les bases de la science du bonheur sont des bases qui sont issues de la philosophie. C'est-à-dire que il y a deux grands courants sur la science du bonheur. Il y a le courant qui est dominant, qui est le courant hédonique, et c'est le courant dans lequel je m'inclus, et la définition aimer la vie que l'on mène s'inscrit dans ce courant. Et ce courant vient notamment de la philosophie grecque, avec Épicure notamment. Et puis il y a aussi le courant eudémonique, où là c'est plus le bonheur comme fonctionnement optimal. Et ce courant vient de la philosophie grecque aussi, avec notamment Aristote. Donc la philosophie, c'est une bonne base, la philosophie du bonheur, c'est une bonne base, mais la science du bonheur, ça va au-delà de la question de la philosophie. Et tu parlais de la question des émotions, oui, c'est effectivement important, c'est-à-dire que dans le fait d'aimer la vie que l'on mène, aimer la vie que l'on mène, c'est une définition qu'utilise Ruud Winhoven, mon mentor, et dans son modèle, il y a deux grandes sources d'information pour évaluer à quel point on aime la vie que l'on mène. Il y a une source d'information qu'il appelle le contentement. Le contentement, c'est la différence entre la vie que l'on a et celle qu'on aimerait avoir. Et là, finalement, il y a deux leviers. C'est soit rapprocher la vie que l'on a de celle qu'on aimerait avoir, c'est-à-dire faire des efforts pour petit à petit arriver un peu plus vers notre vie idéale. Et l'autre moyen, c'est finalement d'avoir moins d'attentes, de réduire ses attentes. Mm-hmm. Et puis, l'autre source d'information, qui est la source principale, c'est ce qu'il appelle le niveau hédonique des affects, c'est-à-dire finalement la prise en compte des émotions. Et effectivement, ça signifie quoi? Ça signifie finalement vivre un peu plus d'émotions positives, vivre un peu moins d'émotions négatives, mais ça peut signifier aussi être capable de prendre de la distance. Alors généralement, lorsqu'on parle de prendre de la distance par rapport aux émotions, c'est par rapport aux émotions négatives, parce que prendre de la distance par rapport aux émotions négatives, c'est un moyen qui est puissant, extrêmement puissant pour finalement réduire l'intensité des émotions négatives, mais ça peut être aussi utile par rapport aux émotions positives. On peut parfois vivre des émotions positives qui sont soit trop fortes, soit qui peuvent nous mettre en danger. Si je peux me permettre de résumer, c'est très riche et très très intéressant. Et puis après, je te demanderai si tu as des ressources à conseiller sur ces thèmes. Hormis tes livres, qui sont ennuyeux. J'ai bien compris que tu voulais pas faire spécialement la pub qui sont, tu dis, ennuyeux, ce qui m'étonnerait. Donc en gros, pour résumer, pour le bonheur, donc tu as cette piste hédoniste ou alors anti-hédoniste, si j'ai pas de bêtises, mais hédoniste et eudémonique. Eudémonique, pardon, oui, merci. Et du coup, il y a donc d'une part se fixer des objectifs et là de se remettre en question soi-même, de faire les efforts pour les atteindre. Il y a deuxièmement baisser ses niveaux, on va dire, d'attente, et également le fait de réussir à avoir un détachement voilà, sur les différentes émotions qu'on peut avoir, notamment négatives, mais également positives. Alors surtout sur les émotions négatives, mais de temps à autre, ça peut être utile aussi sur des émotions positives.
Je vais juste donner un exemple, hein. Imagine, je vais donner un exemple personnel, un très bien exemple quand j'étais enfant. J'allais donc jouer au tennis. Je vois un copain de l'autre côté de la rue. Je suis super content. Je cours et je me suis pris une voiture. Eh oui. Donc voilà, des émotions positives, ça peut te mettre en danger. Et j'étais chanceux. La voiture a freiné, donc l'accident a été très léger. L'euphorie peut nous mettre également des œillères et Voilà. nous faire perdre un petit peu la tête pour le ramener au sens de la finance ou etc. On peut le voir avec l'affaire Kerviel après, sans connaître le fond de l'affaire, est-ce qu'il était lui-même responsable, etc., etc. Mais sur les marchés boursiers, on le voit, cette euphorie, on y va, l'action a pris tant, oui, oui, je mets le paquet, et au final, on est euphorique et on peut se ramasser les dents derrière. Il y a l'aspect casino dans la finance. Et l'aspect casino, c'est quelque chose qui peut être addictif pour le cerveau. Et mener à faire des bêtises, en effet, ouais. Ouais, Mm. ouais. Bah, super intéressant tout ça. Est-ce que tu aurais des ressources, donc hormis tes livres, sur justement la relation, la corrélation, voire la causalité entre l'argent, le bonheur, la finance du bonheur, etc. Bah, en fait, le souci, c'est que moi, je lis des articles scientifiques et je lis des livres écrits par des chercheurs. Donc, j'ai pas de choses grand public. Je peux juste dire que il y a quelques années, j'ai créé un site qui s'appelle lebonheurautrement.com, qu'il est toujours en ligne et c'est gratuit. Je prends pas comment dire, il n'y a pas d'email marketing, je prends pas d'email. J'explique en 20 minutes de lecture les fondements de la science du bonheur. Mais bon, là, je vous ai expliqué la base, hein, c'est aimer la vie que l'on mène. Et puis à partir de là, on se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour aimer un petit peu plus la vie que je mène, ou qu'est-ce que je peux faire pour les personnes qui peuvent être dans la situation où elles détestent la vie qu'elles mènent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour détester moins la vie qu'elle mène et peut-être commencer à l'aimer. Donc j'ai pas vraiment comment dire de livres grand public à proposer en fait sur la question. On mettra bien sûr dans les notes de l'épisode l'accès à tes livres pour celles et ceux qui souhaitent. À la rigueur, on mettra le lien vers le site qui pour le moment est toujours au moment où je parle est toujours en ligne. Et donc les gens pourront lire des choses sur la science du bonheur, mais des choses comment dire basiques. Ce sont pas des articles scientifiques. Ouais, bien sûr, ben, je mettrai avec grand plaisir le lien sur ton site et puis je verrai également pour retrouver cette étude de Kahneman, la rendre accessible également pour pouvoir se faire une opinion du travail qui avait été fait dessus également. Pour préparer cet entretien, je t'ai demandé, Renaud, si tu avais une citation ou un mantra que tu te répètes un petit peu de façon récurrente, etc. Tu m'as dit que non. Non, effectivement. On pourrait dire, on pourrait se permettre de dire quand même, tu l'as répété plusieurs fois au long de cet épisode, aime la vie que tu mènes ou mène la vie que tu aimes, on pourrait le dire comme ça. Non, non, même pas, parce que j'ai fait des choix dans ma vie où j'ai volontairement fait des sacrifices dont je savais qu'ils me rendraient moins heureux. D'accord. Donc, c'est-à-dire que au début, je parlais de la question de chercher à maximiser ou non son bonheur. Moi, je suis pas sur une démarche de maximisation. J'essaie de faire en sorte qu'il descende pas en dessous d'un certain niveau. Mais je suis pas parce que là c'est un peu désagréable quand même. Mais quand ça descend pas en dessous d'un certain niveau, mais je ne suis pas dans une démarche de maximisation. Voilà, je termine une thèse. Faire une thèse, c'est pas un chemin heureux. Donc voilà, je suis pas dans une démarche de maximisation. J'essaie juste d'avoir un bon niveau, mais sans plus. Très bien. Est-ce que à titre personnel, tu investis sur différentes classes d'actifs? Ben, en fait, la seule classe d'actifs sur laquelle j'ai investi, c'est moi, en faisant des études, des tests, des choses comme ça. Mais non, en fait, je dois faire partie des 10% les plus pauvres de la population française en termes de patrimoine. Donc non, non. Disons que l'argent que j'ai eu, que je gagne, je l'utilise dans des choses qui sont intéressantes pour moi. Et c'est pas j'ai investi effectivement dans le fait de pouvoir faire des études. J'ai investi dans le fait d'avoir du temps pour écrire des livres Mhm. et j'ai investi dans le fait de faire une thèse.
Donc voilà, j'ai juste une épargne de précaution. D'accord, très bien. Et avec ton parcours, avec, tu l'évoquais, ces différentes personnes que tu as croisées sur ton chemin jusqu'à aujourd'hui, des personnes qui avaient monté des boîtes, qui avaient investi, qui étaient comme ça sur un certain niveau. Est-ce que tu aurais des recommandations aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, qui se lancent dans le chemin de l'investissement, mais au travers les différents parcours que tu as pu observer, un conseil peut-être à donner pour peut-être d'une part soit gagner de l'argent, mais également d'être heureux sur ce chemin. Sur la question de l'argent, avoir une petite sécurité financière. Ça, c'est le point qui me semble important, notamment si ces personnes ont des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, donc j'ai juste à me préoccuper qu'il y ait plus d'argent qui rentre à chaque mois que ce qui sort. Et en plus, je suis un peu minimaliste, même beaucoup minimaliste, donc j'ai pas forcément besoin de beaucoup d'argent. Donc ce point-là, la question de la sécurité financière. Et puis après, essayer de faire des choses qui les rendent heureuses, qui font qu'elles aiment la vie qu'elles mènent. Je suis pas sûr que l'idée de se dire oui, dans 20 ans, je serai libre financièrement et ce sera super. Je suis pas sûr que ce type d'idée-là soit une bonne idée. On voit ça notamment lorsque il y a des gens qui arrivent à la retraite. La retraite, c'est intéressant parce que finalement, on se retrouve avec une liberté financière. C'est ça, un retraité. Et donc, il y a des gens qui vivent très très bien la retraite. Et puis, il y a des gens pour qui c'est compliqué. Alors, forcément, il y a toujours une adaptation au départ parce il y a vraiment un changement de monde. On passe généralement d'un monde où on travaille 35, 40, 45 heures par semaine à un monde où finalement, tout le temps devient libre. Et donc, il y a une période d'adaptation qui est normale. Mais il y a des gens qui vivent mal le fait d'être à la retraite et qui savent pas quoi faire de leur temps. Donc je pense que c'est bien de se demander, de se poser la question, c'est aimer davantage la vie que j'ai, ça voudrait dire quoi? Et puis après, il faut aussi essayer de bien visualiser ce que ça veut dire. C'est-à-dire que on peut imaginer en théorie, mais en pratique, ça peut être problématique. Je sais par exemple que à titre individuel, avoir beaucoup de temps de libre et rester chez moi à rien faire, ça poserait un gros souci. Donc je préfère finalement, j'ai pas investi dans le fait de thésauriser de l'argent, mais j'ai investi dans la possibilité de me construire petit à petit une vie qui me va de mieux en mieux, avec l'idée de toute façon que le but c'est pas de maximiser, c'est juste d'essayer de pas tomber en dessous de certains niveaux de bonheur. Écoute, il y a énormément de notions que l'on a abordées au cours de cet entretien. Je te remercie pour ça énormément, Renaud. Merci de m'avoir accueilli dans ton podcast aussi. Avec grand plaisir. Ça faisait longtemps qu'on avait prévu de faire ça et on y arrive aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir. Donc encore une fois, je remettrai les liens sur ton site notamment. Où c'est qu'on peut te retrouver, Renaud? Je peux te donner tes coordonnées. J'ai un mail qui a pas changé depuis des années, c'est renaudgaucher@gmail.com. Tu mettras en dessous Renaud comme le nom du chanteur, Gaucher comme le contraire de droitier. Je voudrais juste te dire une chose. J'en profite, on sait jamais qui écoute sur un podcast. J'ai écrit un article scientifique qui s'intitule alors il est écrit en anglais, mais je donne la traduction en français. C'est optimiser la relation entre dépenses publiques et bonheur des citoyens. Un de mes rêves, ce serait un jour de travailler sur ce sujet-là dans une collectivité territoriale ou dans une administration pour un État. Donc on ne sait jamais qui écoute. Si vous êtes maire d'une ville moyenne ou grande, si vous êtes président de région, si vous êtes un haut fonctionnaire, vous trouvez le sujet intéressant, contactez-moi. J'aimerais travailler sur ce sujet-là plus en profondeur. J'ai écrit le papier sans données parce que les données dont j'avais besoin n'existent pas. Donc voilà, le papier existe, donc tant mieux. N'importe qui peut le lire, il est en accès libre. Si un jour c'est possible de travailler en profondeur sur ces sujets-là, plus en profondeur sur ces sujets-là, je suis intéressé.
Et tu as bien fait, je te remercie pour tout ça, l'ensemble de tes travaux. Tu avais fait d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, un TEDx, donc une intervention Oui. sur justement la finance publique, etc., le niveau de bonheur. Alors, c'était sur bonheur et politique publique, effectivement. Il n'y avait pas d'aspect financier précisément, mais effectivement, lorsque tu parles de dépenses publiques, forcément, il faut des sous à un moment donné. Ok, super intéressant. Et puis, on peut te retrouver également, pour le coup, on peut te retrouver également sur LinkedIn. Mm. Avec grand plaisir. Bah, écoute, mille merci pour ton temps aujourd'hui. C'est une émission que j'ai réalisée avec vraiment beaucoup de bonheur pour le coup. Je te remercie pour ça. Et puis, au plaisir de se revoir pour discuter de ces sujets ou plein d'autres, Renaud. Avec plaisir. Merci à toi. Merci, ciao, ciao. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la bonne fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de la bonne fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao!